Merci Judith, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est évidemment un plaisir d'être là parmi vous ce soir, si nombreux, pour évoquer effectivement cette question de Marseille, l'italienne, comme parfois on le dit. Si vous permettez, on va commencer justement cette conférence par un court extrait d'un ouvrage que certains connaissent peut-être ici, qui est Marseille Porte Sud, d'Albert Londres, le grand journaliste Albert Londres, qui vient justement à Marseille. C'est un grand reporter, il fait le tour du globe, et il vient en 1926-1927, et il publie une série de reportages sous forme de feuilletons dans la presse, et cela devient un ouvrage. Un jour, pour calmer mon esprit en proie au doute, j'ai dû acheter une géographie et contrôler de mes yeux que Marseille était bien dans un département qui s'appelait, faut que je me penche beaucoup, les Bouches-du-Rhône. J'ai fermé la géographie. Le lendemain, je l'ouvrais de nouveau. Marseille était dans les Bouches-du-Rhône. Cependant, les Bouches-du-Rhône devaient être en Italie. Eh bien non, ce département était en France. Et un petit peu plus loin dans l'ouvrage, il met en scène un dialogue avec le maire de Marseille. Monsieur le maire, je crois être perdu. Mais puisque vous voici, vous ne refuserez pas une précision. De quelle ville, au fait, êtes-vous le maire ? Monsieur Flessière me pria de me promener 10 minutes en sa compagnie. Écoutez, me disait-il, chemin faisant, je n'entends que la langue italienne. Eh bien maintenant, vous êtes fixé. Cela ne me dit pas de quelle ville vous êtes le premier magistrat. Allons, votre esprit est encore lourd ce matin. Vous voyez bien que je suis le maire de Naples. Et derrière ces formules, il y a une réalité. Effectivement, une présence à Marseille, une présence italienne, et c'est une présence qui est ancienne. On pourrait revenir jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à la fondation de la ville. On pourrait évoquer la période du Moyen-Âge, où, ça peut paraître surprenant, mais de lointains prédécesseurs de M. Payan, que l'on appelait à l'époque des podestats, qui donc dirigeaient la ville, étaient des Italiens. Mais en fait, ces Italiens, on les trouve principalement, vous le voyez sur ce document, en relation avec l'activité commerciale du port de Marseille. Dès le 15e, 16e, 17e siècle. Vous voyez ici, d'ailleurs, vous le voyez sans doute mieux que moi. Je vais aller le prendre sur mon ordinateur. Chaque jour surviennent, vont et viennent aux 10 pays plusieurs marchands et gens d'étranges nations. Et ces étranges nations, elles sont ensuite évoquées. Il s'agit de l'Italie, de la Lombardie, de la Savoie, du Piémont. Et ce sont effectivement des individus qui viennent de l'Italie, qui n'est alors, pour reprendre l'expression qu'emploiera l'ambassadeur d'Autriche au Congrès de Vienne en 1815, ce n'est qu'une expression géographique. L'Italie n'existe pas en tant qu'État-nation. Et ils viennent pour commercer. Ils participent de cette foule bigarrée sur le port de Marseille, à la fois comme commerçants, on les retrouve comme banquiers, mais on va les retrouver, et eux d'ailleurs, aussi aux petites tâches, et notamment ces fameux génoises, porteuses sur le port de Marseille, qui sont présentes depuis très longtemps, et qu'on retrouve d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle. Ce sont aussi les Napolitains, les fameux, qui, je vous le dirai tout à l'heure, quand Albert Londres fait dire au maire de Marseille qu'il est le maire de Naples. Ça renvoie effectivement à un imaginaire, cette idée que ces Italiens viendraient de Naples. En réalité, ils viennent de ce que l'on appelait le royaume de Naples. Et notamment ce quartier à proximité du port que l'on appelait la Petite Naples, en fait était peuplé, vous les voyez ici, ces pêcheurs, ils venaient en réalité plutôt d'ailleurs de la région du Latium, c'est-à-dire au sud de Rome, et de petits ports de pêche, dont Gaète, que je vous invite à visiter, qui est un très belle petite ville. Ces Italiens, ils sont aussi présents dès le début du XIXe siècle, et on peut même dire qu'il y a une partie de l'histoire de l'unité italienne qui se joue à Marseille. Je ne vais pas ici entrer dans le détail, mais vous savez que cette unité italienne, c'est un processus un peu chaotique, fait de révolutions nationales, de révolutions libérales, qui ont d'ailleurs d'abord échoué. Et en fait, ce sont tous les perdants, tous les déçus des mouvements révolutionnaires. Et je vous ai mis ici une image qui est d'ailleurs un faux.
je vous le dis tout de suite, mais qui met en scène l'un de ces exilés du Risorgimento les plus célèbres. Il s'agit de Mazzini. Mazzini vient à Marseille en 1830. Il y reste quelques mois. En tout cas, il y reste suffisamment pour créer un mouvement, et un journal d'ailleurs, qui lui va avoir beaucoup d'influence, qui s'appelle Giovine Italia, la jeune Italie. Mazzini est un républicain. Il retournera d'ailleurs ferrailler en Italie en 1848, mais en revanche, on dira même qu'il aurait rencontré Garibaldi à Marseille, ce qui n'est absolument pas avéré, mais on trouve cela dans de nombreux livres, dans la légende justement de l'unité italienne, dans certains ouvrages en Italie. Mais la présence italienne, elle devient beaucoup plus nombreuse à la fin, ou plus exactement dans le dernier tiers du XIXe siècle. Vous voyez ici, je m'écarte un petit peu, vous avez l'évolution de la population, des populations étrangères à Marseille, du milieu du XIXe jusque dans les années 1980. En bleu, ce sont les Italiens. Et vous voyez que leur nombre s'accroît considérablement à la fin du XIXe siècle, et qu'ils sont, et pour longtemps, on aura l'occasion d'y revenir, la première nationalité étrangère représentée ici à Marseille. Et même avant la Première Guerre mondiale, en 1911, ici, ils sont un peu plus de 400 000, 420 000, et à cette époque-là, ils représentent 1/5 de la population de la ville. Un habitant sur 5 est de nationalité italienne. Et quand on est à Marseille à cette époque-là, je vais employer un terme anachronique pour l'époque, mais pour bien se faire comprendre, quand on est un immigré à Marseille, avant la Première Guerre mondiale, 9 fois sur 10, on est un Italien. Donc cette présence, elle est extrêmement importante, et elle est liée bien évidemment à l'histoire de l'émigration italienne. À l'heure où on parle beaucoup encore justement de migration, de crise migratoire, etc., il faut quand même rappeler que l'un des plus importants mouvements migratoires de l'histoire contemporaine provient de l'Italie. 26 millions d'Italiens ont quitté leur pays en l'espace d'un siècle, entre les années 1860 et 1960. Globalement, vous le voyez sur ce graphique, en 3 étapes. Avant la Première Guerre mondiale, c'est la période que l'on qualifie en Italie de grande emigrazione, la grande émigration, entre 2 guerres, et un dernier rebond dans la période d'après-Seconde Guerre mondiale. Et comme vous pouvez le voir sur ces cartes, ces Italiens ils se sont dispersés à travers le monde. Il y en a un certain nombre qui ont traversé l'Atlantique. Globalement, d'ailleurs, c'est la première carte en haut sur la première période. On est à peu près sur 50-50. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des départs qui part vers les Amériques, les États-Unis, mais vous voyez aussi l'Argentine ou encore le Brésil, alors que, au cours de l'entre-deux-guerres, comme quoi parfois l'histoire se répète, la France devient le principal pays d'accueil de cette immigration. Non pas que les Italiens qui quittaient leur pays voulaient absolument venir en France, au contraire, peut-être, d'ailleurs, la plupart de ceux qui étaient conduits à quitter leur pays disaient qu'ils voulaient fare l'Amérique, faire l'Amérique, au sens littéral. Sauf qu'en 1924, déjà, les États-Unis ferment leurs frontières. Il y a une politique de quotas qui est mise en œuvre, ce qui réoriente toute une partie du courant migratoire vers la France. Donc cette histoire de la présence italienne, de cette présence massive italienne à Marseille, elle s'inscrit dans cette histoire plus générale de l'émigration. Et puisque j'évoquais justement ces 2 directions, les Amériques et l'Europe, et singulièrement la France, il y a un élément de distinction. C'est qu'en fait, ceux qui partent vers les Amériques, ce sont plutôt les méridionaux. Et comme vous pouvez le voir ici, alors ce n'est pas spécifiquement sur Marseille, ce sont les Italiens donc, venus en France entre 1896 et 1902. Pas besoin de faire un très long commentaire, je crois que la carte est explicite. Ils viennent principalement des régions du nord de la péninsule, des Piémontais, notamment des Lombards, des Toscans. Et d'ailleurs, il y a une importante communauté toscane, 18% des Italiens présents à Marseille avant la Première Guerre mondiale proviennent de cette région toscane. Mais
Je vous le disais il y a quelques instants, en fait, la France n'est pas forcément une destination rêvée, finale pour ces migrants. Il est important aussi de considérer ou de reconsidérer, comme le font les chercheurs aujourd'hui, cette question migratoire. On a longtemps considéré la migration dans une perspective qu'on pourrait qualifier de balistique. Des gens qui partent d'un point A pour aller à un point B et ne plus en bouger. Sur les 26 millions d'Italiens qui ont quitté leur pays, on estime, parce que vous imaginez sur cette masse, c'est difficile de faire mieux que des estimations, on estime qu'il y en a au moins un tiers qui est reparti, qui est rentré. Et quelle que soit la distance géographique, y compris aux États-Unis. Et parfois, ils sont rentrés pour repartir. On a donc affaire à une véritable circulation de ces Italiens. Et dans ce contexte, Marseille, vous pouvez le voir ici sur ce document, Marseille est un port italien, si je puis dire. On part de Gênes, on part de Naples, on part de Livourne, mais depuis 1889, il y a une ligne directe entre Marseille et New York. Et on vient donc embarquer ici à Marseille. Certains d'ailleurs vont un peu plus loin, ils prennent le train, ils vont jusqu'au Havre, pour embarquer, toujours avec le même leitmotiv, Fare l'America. Donc Marseille est une ville d'immigration, mais c'est aussi une ville de passage de ces Italiens. Alors vous voyez sur ces cartes, on va commencer par celle-ci. Nous sommes en 1891, donc à la fin du XIXe siècle, et vous voyez qu'il y a principalement deux zones d'accueil de cette immigration italienne, la région parisienne et le sud-est de la France, dont Marseille, avec une évolution notable. Nous sommes ici en 1931. En 1931, il y a plus de 800 000 Italiens en France, de nationalité italienne. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. J'insiste sur la nationalité italienne, parce qu'en fait, en 1927, est adoptée une loi sur la nationalité qui favorise la naturalisation. Et ils sont nombreux, les Italiens, à profiter de cette loi. Et donc, on peut estimer plutôt autour de 1,2 million, 1,5 million d'Italiens ou de personnes d'origine italienne qui sont présentes en France. À Marseille, à ce moment-là, en 1931, comme vous le savez peut-être, Judith a eu l'occasion déjà d'en parler, les recensements pour cette époque sont absolument pas fiables pour Marseille. On ne va pas entretenir justement la mauvaise réputation, mais quand même. On est autour de 120 130 000 Italiens. Et comme vous l'aviez vu sur le graphique tout à l'heure, en fait, ils sont toujours en tête du classement des nationalités, mais en revanche, leur proportion s'est réduite parce qu'il y a d'autres nationalités qui sont arrivées, des Grecs, des Arméniens, des Espagnols, etc., etc. Vous voyez leur présence à Marseille. Alors, cette carte, j'ai hésité à vous les présenter. Elle est tirée de l'Atlas de l'immigration, de l'histoire de l'immigration en France. Pourquoi ? Parce que bon, elle ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est, si vous me permettez l'expression, qu'ils sont partout. Avec quand même une dominante au nord. Alors pourquoi cette boutade ? On me pose souvent la question. En fait, il n'y a pas, à proprement parler, à Marseille, ni même ailleurs en France, de petites Italie. Il y a un quartier qu'on a appelé la Petite Naples. Ils sont dispersés, même s'ils se rassemblent. Et d'ailleurs, ils se rassemblent rarement en raison de leur origine nationale, mais plutôt de leur origine locale. C'est ce que l'on appelle des filières migratoires, si vous voulez. On pourrait y revenir dans la discussion. Pourquoi à Marseille, ils sont partout ? Parce que, en fait, le travail est partout. Comme vous le savez, les industries, notamment, sont disséminées à travers la ville, même si, effectivement, on peut le voir dans les quartiers nord, elles sont un peu plus nombreuses. Et à une époque où, effectivement, il n'est pas aisé, encore moins qu'aujourd'hui, de se déplacer, justement, dans Marseille, on s'installe à proximité du lieu de travail, avec des quartiers comme le quartier de la Belle de Mai, sur lequel on pourra revenir, l'Estac, en tout cas, tous ces quartiers industriels, évidemment, sont des quartiers qui sont très italianisés. Alors oui, cette présence, elle est utile. Question qu'on peut parfois se poser, quoi. Pourquoi ils sont là ? Ils sont là, alors, pardon d'employer un anglicisme, il y a ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire que la situation en Italie, on pourrait y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Et puis il y a, comme disent les anglo-saxons, le pull, ce qui les attire. C'est le travail.
La migration, elle est déterminée par le travail. Or, Marseille est une ville qui participe de ce que l'on a longtemps appelé la révolution industrielle. On préfère parler désormais d'industrialisation, avec effectivement une économie donc industriello-portuaire, très largement tournée vers le commerce colonial, puisque à Marseille arrivent des matières premières qui sont ensuite, pour la plupart, transformées justement dans les industries marseillaises. Or, à Marseille, comme dans le reste de la France, on manque de bras. On manque de bras, pourquoi ? Parce que les Français et les Françaises font, bien avant les autres Européens, beaucoup moins d'enfants, peu d'enfants. La population, si vous regardez des courbes de l'évolution de la population des pays européens au XIXe siècle, vous verrez que l'Angleterre, l'Allemagne sont en pleine croissance, par exemple, et la France, la courbe, évolue à peine. Et si elle évolue, c'est grâce à l'apport migratoire. On a donc besoin de bras. François Bernard, qui est un économiste en 1884. L'italien, en général, peut être considéré comme le paria. C'est moi qui ai mis en rouge ces passages. Le paria de la classe ouvrière. Il ne peut donc guère prétendre qu'au rôle de manœuvre. Il s'offre à bon marché. Effectivement, ils sont ceux qui vont faire tourner les industries marseillaises. Vous voyez ici, encore une fois, vous le voyez sans doute bien mieux que moi, qui vais attraper un torticolis à force de regarder cet écran. On a ici un rapport de police qui fait état donc des chantiers, manufactures ou fabriques employant des Français étrangers dans le 13e arrondissement de Marseille. Et si vous y prêtez attention, donc vous voyez, vous avez un certain nombre d'entreprises ici, leur localisation. Vous avez les employés français et les employés italiens. Vous observerez que dans bien de ces entreprises, il y a une majorité d'Italiens. En moyenne, on peut estimer qu'à Marseille, à ce moment-là, avant la Première Guerre mondiale, il y a un ouvrier sur deux qui est italien. Mais dans certains secteurs, ça va jusqu'à 80% du personnel de l'entreprise qui est italien. Des Italiens, mais des Italiennes aussi. Depuis tout à l'heure, je n'emploie que le masculin générique. Et des Italiennes qui ne se contentent pas, si je puis dire, d'accompagner leur mari, leur famille, qui viennent aussi travailler et travailler dans le secteur industriel. Le textile, généralement, est un secteur très féminisé. À Marseille, on les retrouve notamment dans un bâtiment que ceux qui font un peu d'histoire connaissent bien, puisque c'est aujourd'hui le siège des archives municipales de Marseille, c'est la manufacture des tabacs et l'essentiel des ouvrières. Ce sont des Italiennes dans cette manufacture de tabac. Ces Italiennes, on les retrouve sur le port aussi. Vous vous souvenez, la Génoise, tout à l'heure. Eh bien, vous voyez ici, elle débarque les oranges sur le Vieux-Port. Et on retrouve des Italiens aussi, les dockers. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les dockers sont très largement des Italiens. Ils vont commencer à être remplacés par des populations d'ailleurs, et c'est la première fois qu'à Marseille s'ouvre ce courant migratoire en provenance d'Afrique du Nord. Ils vont être progressivement remplacés par des Kabyles à partir des années 1911-1912. Et je pourrais vous expliquer dans quelques instants pourquoi ce remplacement. Et vous voyez ici, toujours une citation d'un économiste, il s'agit d'Eugène Rostand. Si les 60 000 Italiens établis à Marseille venaient à la quitter, les travaux des quais, des docks, de nombreuses industries locales où ils acceptent les besognes les plus pénibles en seraient singulièrement entravés. Tel est le constat qu'il fait en 1889. Ce qui me permet de vous dire d'ailleurs d'emblée qu'il y a une catégorie sociale qui a toujours particulièrement bien accueilli l'immigration dans notre pays, hier comme aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pas propre à notre pays, ce sont les patrons. Pour les raisons que l'on vient d'évoquer, vous avez une main-d'œuvre qui est docile, une main-d'œuvre que l'on paye moins bien que la main-d'œuvre nationale, c'est évidemment, et d'ailleurs d'aucuns considèrent que si Marseille, justement, si l'économie marseillaise a pu prospérer, c'est grâce, justement, non pas à l'innovation technologique, mais c'est grâce à l'emploi de cette main-d'œuvre peu qualifiée et faiblement rémunérée. On les retrouve dans
le secteur du BTP. Hein. Il y a quelques années de cela, j'avais été le commissaire de l'exposition Ciao Italia sur l'histoire de l'immigration italienne en France au Musée national de l'histoire de l'immigration. Et les communicants avaient pris pour slogan « Ces Italiens qui ont fait la France ». On pourrait le reprendre à notre compte, ces Italiens qui ont fait Marseille, mais qui ont fait Marseille au sens propre. Hein, ce sont eux qui ont participé, qui ont construit la ville, l'extension de la ville qui a accompagné son développement économique. Alors évidemment, sur cette photo, vous voyez, j'ai pris un exemple qui est l'un des, Judith le sait, hein, l'un des chantiers les plus importants hein, en termes d'infrastructures urbaines, c'est la construction du canal de Marseille. Alors vous voyez, sur cette photographie, effectivement, il n'y en a aucun d'entre eux qui brandit son drapeau italien hein, ou qui porte un badge aux couleurs tricolores. En revanche, et c'est là, c'est le cœur du métier de l'historien, c'est qu'en fait, si on met en regard cette photographie et ce document, eh bien, ce document qui émane hein, d'un chef des ponts et chaussées sur ce chantier, quoi, il en ressort que les Italiens sont les seuls ouvriers étrangers qu'on utilise et pour ce qui concerne notre service, les entrepreneurs emploient environ moitié d'ouvriers italiens, 256 sur 520. En d'autres termes, on peut considérer que sur cette photographie, il y a peut-être au moins la moitié des individus qui sont italiens. J'aurais pu prendre d'autres chantiers emblématiques. Hein. On aurait pu prendre le percement de ce qui s'appelle aujourd'hui le boulevard de la République. Hein, ce sont des Italiens hein, qui ont très largement œuvré aussi sur ce chantier. Ces Italiens, on les retrouve dans d'autres secteurs de l'économie, l'artisanat, le commerce, avec des secteurs qui, j'allais dire, qui leur sont quasiment exclusifs. L'habillement, là aussi, hein, au risque d'aller dans le sens un peu des stéréotypes, des préjugés. Vous savez, on dit toujours que ces Italiens sont très élégants. Hein, mais au-delà du cliché, il y a une réalité. Vous voyez ici, c'est un chapelier. Les tailleurs, les cordonniers sont à Marseille, mais ce n'est pas d'ailleurs une spécificité marseillaise, hein, à Paris aussi. Eh bien, et ce sont largement des Italiens. On va les retrouver également, hein, vous voyez sur cette très belle image, hein, rue Saint-Gilles, dans des commerces, là aussi, si vous me permettez l'anachronisme, qu'on qualifierait aujourd'hui d'ethniques. En d'autres termes, ils vont vendre, ils vont diffuser, c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'ils jouent là le rôle de médiateur, de vecteur culturel. Ils vont diffuser dans cette cantine italienne, dans des épiceries italienne, hein, eh bien des produits en provenance de la péninsule, ce qui évidemment réjouit le gouvernement italien, quelle que soit d'ailleurs sa couleur politique, puisque les migrants sont ici considérés comme des sortes de VRP, hein, d'ambassadeurs effectivement, et qui favorisent le commerce extérieur de l'Italie. Puisqu'on parle justement de diffusion de produits, hein, et encore une fois, sans être absolument pas dans le cliché, vous avez ici sans doute une des plus anciennes photographies d'une pizzeria à Marseille. Et la pizza est introduite en France à Marseille, hein, sans doute dès la fin du XIXe siècle. En tout cas, on en trouve la trace dans les archives. À l'époque, d'ailleurs, celle qui arrive à Marseille, c'est la pizza bianca, qui redevient d'ailleurs un peu à la mode ces derniers temps en France. La rossa, la tomate, elle part à New York. D'ailleurs, c'est intéressant, elle va revenir à Marseille, et notamment à Marseille, on va faire la pizza rossa avec eh bien, les tomates, les petites tomates provençales. Hein, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme vous le savez, cette pizza, en fait, elle vient de Naples. Or, qui sont ceux qui vont diffuser la pizza à Marseille? Des Piémontais, qui ont bien senti qu'il y avait là matière, effectivement, à faire un peu de commerce. Les pâtes, là aussi, hein, sans être dans le cliché, il y a une soixantaine de fabricants de pâtes à Marseille à la fin du XIXe siècle, qui emploient entre 1000 et 1500 personnes. Alors parfois, ce sont de tout petits artisans, mais parfois, c'est quasi industriel, comme le cas ici de Scaramelli. Scaramelli qui sera d'ailleurs racheté dans les années 1960 par un autre Italien, mais qui lui, un autre immigré italien, mais qui lui n'est pas de Marseille, qui était allé s'installer, drôle d'idée, dans l'Eure, Panzani. Vous avez sans doute d'ailleurs sur les silos, hein, qui effectivement rachète donc l'entreprise Scaramelli, qui est donc une entreprise italo-marseillaise. Alors il y a quelques réussites hein, justement dans le monde de l'entreprise. J'aurais pu vous donner plusieurs exemples. Ici très rapidement, la famille Rocca, hein,
végétaline. Ce sont des Italiens arrivés au milieu du 19e. J'aurais pu vous parler des Luzzati pour les huileries. Peut-être un peu moins connus. Et pourtant, je n'ai pas voulu faire de publicité. C'est une famille italienne de Marseille qui est derrière l'une des principales chaînes de boulangerie en France. Les Storione. Banette, pour ne pas les citer. Donc, qui sont installés à Marseille. On trouve aussi ces Italiens parmi les personnels de service, les domestiques, si vous voulez. Là aussi, j'ai cité... alors, je vais commencer par ma droite. Les fameuses nourrices piémontaises, ça c'est le top. Dans les familles bourgeoises, marseillaises, avoir sa nourrice, mais pas n'importe laquelle, piémontaise. Donc il y a toute des filières de recrutement qui sont organisées. Vous ne voyez pas bien, je l'avais mis en arrière-plan, croyez-moi sur parole, ce que vous voyez ici en arrière-plan, en fait, c'est une page d'un recensement de 1906. Nous sommes rue Paradis, qui était la rue bourgeoise par excellence. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que dans chaque famille, il y a des domestiques italiens. Soit une nourrice, ce qui était aussi très prisé, c'était les cuisinières italiennes. Ah, on retourne voir Albert Londres. Je sonnais, la femme de chambre, elle arriva. C'était une Italienne. Alors lui dis-je, envoyez-moi le valet. C'était un Italien. Faites monter le sommelier. Il était italien. J'empoignai mon chapeau, ma canne, mon par-dessus. Je sortis de ma chambre, j'appelai l'ascenseur. Le garçon de l'ascenseur lisait « Il c'est colo ». Donc toujours ce regard sur effectivement cette présence italienne qu'on retrouve. On va les retrouver comme garçons de café, on va les retrouver comme cochers aussi, donc dans tous ces métiers dits de service. Alors la question qui se pose, c'est celle de l'accueil. On va y revenir. C'est celle aussi des liens que l'on maintient avec l'origine. Ce que l'on appelle en Italie l'italianità. Pas évident pour nous. On n'a pas l'équivalent, la francité, l'italianité. Que gardent-ils de leurs origines et sous quelle forme? Tout d'abord, il faut évoquer la pression qu'exerce l'État italien. En fait, l'État italien, qui est un État libéral, à la fin du XIXe siècle, il s'interroge un peu. Il y a un vrai débat en Italie face à cette hémorragie. C'est le terme qui est employé à l'époque. C'est intéressant parce qu'on a affaire à un État qui, je vous rappelle, est très jeune. L'unité italienne, c'est 1861. Et au moment où cet État forge son unité, il y a toute une partie de sa population qui prend la poudre d'escampette. Comment l'interpréter? Un mal, une hémorragie qui affaiblit la jeune nation? Ou au contraire, est-ce justement le signe d'une nation en pleine expansion? D'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'en Italie, on ne va pas parler de communauté d'Italiens à l'étranger, on va parler de colonie. C'est-à-dire que cette émigration, elle est intégrée en fait à une perspective impérialiste à l'époque où l'Italie cherche à avoir sa place au soleil comme les autres grandes puissances coloniales. Sauf qu'il lui reste que des petits bouts, quoi. Et donc cette émigration italienne, elle est finalement considérée de manière assez positive, et puis il faut le dire aussi, c'est une soupape de décompression face aux tensions sociales, économiques que connaît ce jeune pays. Et donc, à partir du début du XXe siècle, il est demandé au consul, je vous ai mis ici l'un des plus fameux à Marseille, dans son grand uniforme, eh bien, il est demandé au consul expressément de défendre l'italianité des émigrants, de les accompagner, de les protéger, notamment dans des contextes d'accueil qui, on va le voir dans quelques instants, ne sont pas toujours très favorables. Et les consuls, ils peuvent s'appuyer, j'allais dire, sur une sorte de dispositif qui n'est pas étatique, mais qui est assez efficace. Je pense notamment, vous en avez peut-être entendu parler, la fameuse Società Dante Alighieri. Pour le dire très vite, c'est un peu l'Alliance française, sauf que ce n'est pas étatique. Et la Dante Alighieri, elle est fondée à Rome en 1889 et son article premier est tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'un institut culturel à l'étranger classique, c'est-à-dire que la mission est donnée, c'est de valoriser la culture italienne à l'étranger, mais c'est aussi et c'est écrit noir sur blanc, de défendre l'italianité des émigrants. Et il y a dès le début du XXe siècle un comité. Il y en a des centaines partout à travers le monde. Il y en a un qui est fondé à Marseille
Vous voyez ici une carte de l'un des membres, ici le bulletin. Alors on organise diverses activités culturelles, des conférences, des spectacles. Et c'est aussi au sein de la Dante Alighieri qu'apparaîtra la première école italienne à Marseille. On aura l'occasion d'en redire un mot. Les sociétés de bienfaisance également. Vous avez ici, nous sommes rue d'Alger, enfin celle qui s'appelle rue d'Alger aujourd'hui, à l'endroit même où se situe aujourd'hui le consulat général d'Italie et l'Institut culturel italien, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux. Eh bien, avant 1935, c'était la Société italienne de bienfaisance, qui est fondée en 1860 et qui, comme son nom l'indique, est une société d'assistance, de secours, d'assistance sociale, bien évidemment. On y trouve un certain nombre de services. Il va y avoir d'ailleurs un moment une école, un réfectoire. On aide en fait les plus démunis. On aide aussi les Italiens qui arrivent à trouver un emploi dans la ville. Et puis, il y a également, vous le voyez sur cette image, eh bien, une chapelle, parce que en fait, parmi les principaux relais justement de l'italianité, je pensais que ça va arriver plus tard, la diapositive, il y a l'église. Mais en attendant, je voudrais attirer votre attention justement sur ces vecteurs d'italianité qui sont au-delà de l'informalité, on l'a dit, ces Italiens, ils vivent entre eux, dans les mêmes rues, dans les mêmes quartiers, mais ils se rassemblent aussi dans des associations diverses et variées, sociétés de secours mutuels, comme la société de bienfaisance. Je vous rappelle qu'à l'époque, la Sécu n'existe pas, quoi. Donc, en fait, les ouvriers cotisent auprès de ce type de société. Il n'y a pas seulement des sociétés de secours mutuels italiennes, pour pouvoir s'assurer, en cas, et vous le savez, pour l'époque, d'accidents de travail. Ils étaient nombreux. Les Italiens aussi cotisent. Vous voyez cette idée qu'on va rentrer au pays pour être enterrés dans leur pays d'origine, pour que la société s'occupe de ce rapatriement. Mais ce sont aussi des associations récréatives, comme le fameux club national italien. Là aussi, ça fait un peu cliché, mais force est de constater que les associations italiennes, lorsqu'elles sont thématiques, si je puis dire, ce sont surtout des associations musicales, des chorales, des musiques. Là, je vous dis que ça fait un peu cliché parce que ça fait partie des stéréotypes les plus éculés à l'égard des Italiens, ce sont des joueurs de mandoline. Ils sont effectivement des artistes, ils sont nés, des artistes nés. Moi, je sais qu'on a des fins, Judith parlait de sport, souvent on me pose la question, très peu de clubs de sport, un club, qui, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, a une orientation politique tout à fait marquée. Et d'abord, c'est pas le football, c'est le cyclisme, le sport roi. Pas seulement chez les Italiens, mais en particulier chez les Italiens, le sport roi a longtemps été le cyclisme plus que le football. La religion, je vous le disais, ces Italiens, en fait, ils partent et ils sont accompagnés, ils sont encadrés par des missionnaires. Et les missionnaires qui les accompagnent appartiennent à une congrégation qui a été fondée à la fin du XIXe siècle à dessein pour les accompagner en Europe. Il s'agit de l'œuvre Bonomelli, du nom de l'évêque, Monseigneur Bonomelli, évêque de Crémone, et donc qui accompagne ces migrants, et ces migrants qui ont, et là aussi, on va tordre le cou à un cliché, vous l'avez sans doute entendu, cette idée que ces Italiens, c'était de bons immigrés. Ce qui est une manière de dire, sans le dire, que peut-être qu'il y en aurait de mauvais d'immigrés. Et si on vous posait la question, mais qu'est-ce qui fait effectivement que ce sont de bons immigrés? C'est la religion. Ils étaient comme nous. Ils avaient la même culture que nous, la même religion que nous. C'est une erreur de penser cela, on y reviendra. Ça, vous voyez, on ne le fait plus. On ne le faisait plus, ces processions. En fait, ils avaient une pratique religieuse ostentatoire, à vouloir sortir leur saint, Saint-Roch, Saint-Antoine de Padoue, à sortir la Madone pour tourner autour de l'église, notamment aux Accoules, par exemple, ou ailleurs. Et ça, allez, on retourne avec Albert Londres. C'est dimanche, et les églises n'ont pas été édifiées pour les chiens. Entrons dans celle-ci, il n'y a pas de chaise, les chrétiens sont debout, comme en Italie.
Ce ne serait rien, mais le prêtre monte en chair. Et que fait-il? Il prêche en italien. C'est à se coiffer en pleine chapelle et à commettre un péché mortel. Je le commets, je pars sans entendre la messe. Vous voyez, donc l'appréciation, hein, la religion de ces Italiens n'est pas un élément extrêmement favorable. D'ailleurs, parmi les sobriquets que l'on affuble ces Italiens, il y a celui de Christos, qui renvoie justement à ces pratiques jugées trop ostentatoires dans un pays, le nôtre, qui est déjà largement sécularisé et laïcisé en cette période. Parmi les éléments qui permettent aussi de maintenir le lien avec l'Italie, il y a la presse. Alors là, je vous ai donné un exemple. Il y a des dizaines et des dizaines de titres en France, y compris à Marseille. D'ailleurs, ce n'est pas facile pour nous, historiens, de les suivre, parce qu'ils ont souvent une existence très éphémère, hein, mais en tout cas extrêmement dynamique. Donc une presse faite en italien, par des Italiens, pour des Italiens, en France, qui d'ailleurs est quasiment toujours orienté politiquement. Là, disons-le, c'est un journal nationaliste, qui va d'ailleurs très vite se rapprocher du fascisme, mais ils sont à peu près tous, y compris les journaux antifascistes, hein, conçus de la même manière. Il y a des nouvelles, ouvrez les guillemets, de la colonie, c'est-à-dire des Italiens de Marseille, des nouvelles d'Italie, et notamment sportives. Hein, on suit effectivement l'actualité sportive en Italie et politique, bien évidemment, et des nouvelles plutôt internationales que l'on retrouve dans ces journaux. Alors j'en disais un mot. Je ne vais pas être trop long, Judith l'a dit, je viens de consacrer un livre au sujet, je pourrais vous en parler longuement. Cette question du fascisme. Je vous rappelle, Mussolini arrive au pouvoir à Rome en octobre 1922. Je tiens aussi à poser d'emblée un aspect essentiel. L'immense majorité des Italiens venus en France, y compris à Marseille, sont restés dans une situation, dans une position, dans une attitude de neutralité politique. En fait, leur préoccupation, elle n'était pas là. Leur préoccupation, c'est travailler et nourrir sa famille. Sachant, par ailleurs, que l'État français met la pression. Un prédécesseur de M. Retailleau, Albert Sarraute, à la tribune de la Chambre des députés en 1927, déclare « La moindre des choses que l'on peut réclamer à nos hôtes, les immigrés, c'est de respecter les règles de l'hospitalité. » Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on ne veut pas les entendre, c'est qu'on ne veut pas les voir. Ils sont là parce qu'ils sont utiles à l'économie française. En 1927, d'ailleurs, on va favoriser leur naturalisation. Pourquoi? Non pas par générosité, mais parce qu'on a besoin là, de leurs bras, cette fois, pour aller faire la guerre. Parce que ces jeunes gens qui ne sont pas français, et on va d'ailleurs favoriser plus encore le droit du sol, eh bien c'est un moyen, face à une Allemagne qui est extrêmement dynamique encore sur le plan démographique, c'est un moyen de recruter, de mobiliser plus largement. Donc, neutralité politique, pour la plupart. Sauf que l'engagement de quelques-uns rejaillit sur l'ensemble de ces Italiens. S'il y a des italophones, je n'ai pas besoin de traduire. Pour les autres, le message « Tu es italien, tu dois rester italien ». C'est une brochure qui est distribuée. Alors il se trouve que celle-ci, je fais une infidélité à Marseille, je l'ai trouvée dans les archives départementales des Alpes-Maritimes, mais je vous assure, cette brochure, elle est distribuée dans tous les consulats d'Italie à travers le monde. Et en fait, cette brochure, elle résume à elle seule toute la politique menée par le régime fasciste, à l'égard d'ailleurs de ceux que le régime ne veut plus appeler des émigrants, mais qui sont désormais appelés italiani all'estero, des Italiens à l'étranger. Tu dois rester italien. On n'en est pas très surpris. Le régime fasciste, c'est un régime nationaliste. La loi de 1927, c'est le cauchemar absolu pour les fascistes. La naturalisation, et d'ailleurs toute la propagande fasciste à l'étranger est tournée vers justement l'opposition, la lutte contre cette naturalisation. Et Mussolini confie d'abord cette tâche aux chemises noires, aux fascistes. Et il y a, partout où il y a des Italiens dans le monde, des fasci, c'est-à-dire un fascio. Le fascio, c'est le comité local du Parti national fasciste.
à Marseille dès décembre 1922. Vous voyez ici, c'est le premier journal fasciste publié à Marseille, qui s'appelle Hanoï. Hanoï, c'était le cri de ralliement des fascistes. Lorsque Mussolini faisait des grands discours, il lançait Hanoï, et toute la foule reprenait Hanoï, à nous. L'histoire de ce premier fascio est très chaotique. Hein. Je développe ça dans le livre. Je ne vais pas ici trop m'étendre. Sachez qu'au départ, c'est quand même des gens qui sont un peu fréquentables, je veux dire, hein, qui animent ce fascio et il est repris en main justement par l'État fasciste à partir de 1927-1928. D'ailleurs, cette photographie, hein, il y en a toute une série, et dans le livre, j'en présente un certain nombre. Vous les voyez ici, hein, le Fascio di Marsiglia, en visite à Rome, en tenue, hein, en chemise noire. Et ils sont, pour ceux qui connaissent Rome, reconnaissent sans doute le Vittoriano, hein, place de Venise, que les Romains appellent la machine à écrire, hein, et qui est, selon son appellation officielle, l'hôtel de la patrie, qui a été érigé en 1911 pour commémorer les 50 ans de l'unité italienne. Ce sont donc les fascistes qui ont pour mission, justement, hein, d'organiser la propagande à l'égard des Italiens pour les maintenir dans une italianité, mais qui est cette fois une italianité idéologisée. Pour le dire là aussi clairement, un bon Italien est un fasciste. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Un bon fasciste, c'est un Italien. Et à partir de 1928, au sein de la société de bienfaisance, vous avez vu tout à l'heure, est créée, là aussi comme partout dans le monde, une Casa d'Italia. Et en fait, les fascistes vont phagocyter l'essentiel du tissu associatif, à l'exception des antifascistes, bien sûr. La Dante Alighieri, elle passe sous leur coupe. La société de bienfaisance, elle passe sous leur coupe. La Croix-Rouge, etc., etc., à telle enseigne qu'il est décidé, en 1934-35, de détruire les locaux de la Société italienne de bienfaisance pour construire ceci. Peut-être vous reconnaissez. C'est le siège aujourd'hui du consulat général d'Italie. C'est tout à fait extraordinaire, au sens premier du terme. C'est le seul exemple en France d'architecture de ce type, c'est-à-dire d'une architecture... on hésite à parler d'architecture fasciste, hein, pour l'époque, mais en tout cas de l'époque fasciste. Elle est inaugurée en 1935 par Piero Parini, qui est le chef des Italiens à l'étranger, mais aussi des fascistes italiens à l'étranger. Donc c'est un événement de grande importance. 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés qui rassemblent, comme d'autres cases d'Italia en France. En France, il y en a une cinquantaine. Hein. En fait, partout où il y a des Italiens, il y a une Casa d'Italia. Mais celle de Marseille, elle est vraiment, encore une fois, exceptionnelle par son architecture et par son importance. Au sein de la Casa d'Italia, hein, je vous ai mis ici un aperçu des activités. Le siège du Fascio, s'il y en a qui fréquentent l'Institut culturel italien, c'est le couloir qui mène à la bibliothèque, avec le buste de Mussolini. Ici, c'est quand vous allez voir des spectacles, et déjà à l'époque, c'est la même scène, hein, ici, où il y a des spectacles, des conférences, etc. Juste en face, aujourd'hui, qui sert souvent de salle d'exposition, c'est la salle du Dopolavoro. Le Dopolavoro, c'est l'organisation fasciste qui vise à encadrer les loisirs des adultes. On le trouve, c'est l'organisation, hein, qui sévissait, si je puis dire, en Italie, et qu'on retrouve ici à Marseille. Un gymnase, parce qu'évidemment, vous savez que c'est ce qui définit même un régime totalitaire, puisque le fascisme était un régime totalitaire, c'est que ce n'est pas seulement une dictature, il y a ce qu'on appelle une vocation à mener une révolution anthropologique, c'est-à-dire de créer un homme nouveau. Et en Italie, l'homme nouveau est à bien des égards un homo sportivus. D'ailleurs, Mussolini n'a de cesse de se mettre en scène, justement. Il est il primo sportivo d'Italia, le premier sportif d'Italie. Hitler aurait peut-être aimé, mais il n'avait pas forcément le même physique que lui pour se livrer à ce type de propagande. Il y a un dispensaire, il y a un réfectoire, il y a donc les jeunesses, hein, les balilas. Nous sommes dans la cour, là c'est le portail. Hein. Si vous allez à l'Institut culturel italien, vous passez par ce portail. Il y a une école. J'évoquais tout à l'heure l'école de la Dante Alighieri, qui passe sous la coupe des fascistes. Il y a aussi une autre école à Marseille qui se trouve à l'Estac, école italienne, qui se trouve dans l'orphelinat italien, Umberto Primo, qui a aujourd'hui disparu. En tout et pour tout, c'est
un peu plus d'1 millier d'élèves qui fréquentent ces écoles. Alors, c'est évidemment à ramener à l'échelle de la population. On estime qu'il y avait environ 15 000 élèves italiens à scolariser. On pourrait y revenir. Vous imaginez bien que les autorités françaises voient ça d'un très mauvais œil. D'ailleurs, l'ouverture des écoles étrangères est très encadrée par la loi. Les fascistes s'en affranchissent assez librement. Donc on a régulièrement des rapports des inspecteurs d'académie, notamment sur le fait que, normalement, la moitié de l'enseignement devait se faire en français, ce qui n'était pas le cas ici, que ces écoles devaient préparer au certif. Or ici, le programme, c'est le programme qui est mis en œuvre en Italie, c'est-à-dire un programme qui est très largement fascisé, tout à la gloire. Vous le voyez d'ailleurs, il y a le roi, la reine, le duce, vous voyez les slogans fascistes qui sont sur les murs. Là aussi, et vous pourrez le voir dans le livre, il se trouve que j'ai trouvé dans les archives du ministère des Affaires étrangères à Rome un album photographique avec un ensemble de photographies justement sur l'école, sur les salles de classe. C'est tout à fait extraordinaire. Alors ça, moi la première fois que j'ai vu ça, donc ça j'ai trouvé ça dans les archives du consulat général d'Italie à Marseille, qui ne sont pas des archives publiques, c'est grâce à la bienveillance du consul général d'Italie que j'ai pu accéder à ces archives. Cette pièce aujourd'hui, elle est inaccessible pour des raisons de sécurité, et surtout ce qu'il y a au mur, ça a disparu. C'est la chapelle. Tout à l'heure, on parlait du lien entre l'État italien et l'Église. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'Église a marché de pair avec le régime fasciste, notamment avec la signature des accords du Latran, qui règle la question romaine. Et c'est tout à fait incroyable parce que donc, dans cette chapelle, vous avez, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail, eh bien, vous avez la propagande. La propagande, c'est Mussolini, là, que vous voyez à cheval, sous César, évidemment. Il se situe, là aussi, pour ceux qui connaissent Rome, cette grande avenue, la Via dei Fori Imperiali, entre le Colisée et la place de Venise. Eh bien, elle est inaugurée en 1932, c'est ce que représente cette scène, et elle s'appelle la Via dell'Impero, parce qu'évidemment, pour le régime fasciste, il est l'héritier de la Rome des Césars. Et donc la politique impérialiste qui est menée, et vous voyez ici, là, ce texte, en fait, c'est la déclaration de l'Empire, à la suite de la conquête de l'Éthiopie. Et tout cela est légitimé pour la propagande, parce que, justement, il y a cette prétention historique, naturelle de l'Italie à dominer la Méditerranée, le Mare Nostrum. Il y a d'ailleurs, dans la cour de la Casa d'Italia, une énorme carte de la Méditerranée dominée par la Rome antique. Juste à côté, ça n'existe plus, ne le cherchez pas. Juste à côté, si vous vous mettez face au consulat général d'Italie, vous allez trouver sur votre droite une résidence, Verdi. C'était le théâtre Verdi, qui est construit d'ailleurs sous le nom de Teatro degli Italiani, théâtre des Italiens, en 1939, 1500 places grâce à une souscription. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Casa d'Italia fait le plein. Le théâtre, qui est aujourd'hui le théâtre de l'Institut culturel, c'est 400-500 places. Il est toujours complet, parce qu'on y fait des spectacles, il y a des films qui sont projetés, et c'est là où les fascistes ont été, si vous me permettez, assez malins. C'est que, en fait, ils ont réussi à faire venir du monde. Alors c'est relatif, et les chiffres sont à manipuler avec précaution, parce qu'évidemment, vous imaginez que les sources sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont des sources de propagande. Mais on peut estimer qu'il y a au moins peut-être 20 000 personnes qui fréquentaient chaque année la Casa d'Italia. Je vous rappelle, 120 000 Italiens à Marseille, donc il n'est pas question de dire que tous les Italiens de Marseille se précipitaient à la Casa d'Italia. Mais en revanche, ça pour le coup, j'ai des chiffres qui sont un peu plus stables, les fascistes, c'est-à-dire ceux qui ont la carte, ceux qui ont la chemise noire, ils ne sont pas plus de 1000. Donc ça signifie qu'ils ont réussi à faire venir à la Casa d'Italia un public beaucoup plus large que les militants zélés du fascisme. Comment ? Culture. Le théâtre, le cinéma, on projetait des films d'Hollywood à la Casa d'Italia. Mais avant le film d'Hollywood, il y avait le ciné-giornale. Et là, pour le coup, la propagande, on n'y allait pas par 4 chemins. La politique d'assistance, de bienfaisance, pour les plus anciens, pour les plus jeunes. Qui sont les enfants qui fréquentent la Casa d'Italia ? Il y a tout un système d'ailleurs de ramassage avec 1 puis 2 autobus
ce sont les plus défavorisés. Un jour à l'Institut culturel, alors que je menais mon enquête, justement, je rencontre une dame qui était venue écouter une de mes conférences. Et elle me dit, je suis très touchée. Elle me dit, j'ai fréquenté l'école dont vous parlez. Donc moi, j'ai l'historien, c'est formidable. Je n'avais encore jamais rencontré de témoin de cette époque-là. Et elle ajoute quelque chose qui, sur le moment, me déstabilise. Elle me dit, mes parents étaient antifascistes. J'ai évidemment aucune raison de mettre en doute la parole de cette dame, quoi. Et en fait, aujourd'hui, alors, il faut évidemment s'entendre sur ce qu'on considère comme antifasciste. Ils n'étaient sans doute pas des militants antifascistes. Mais en revanche, il est très hautement probable, il y a tout lieu de croire, cette dame, que ses parents, effectivement, n'étaient pas des fascistes, et peut-être même qu'à l'heure du repas du soir, eh bien, on pouvait dire du mal du Duce. Mais l'avantage d'aller à l'école de la Casa d'Italia, c'est que tout était gratuit. Tout était gratuit, et y compris les activités, on dirait, périscolaires aujourd'hui. Bon, il fallait mettre la chemise noire. Ou pour les jeunes filles, la tenue des petites italiennes, qui était une robe noire, une jupe noire, et un chemisier blanc, pardon. Donc voilà, il y a quand même, effectivement, c'est un pôle d'italianité. Alors d'ailleurs, les fascistes, ils ont deux expressions. Ils considèrent la Casa d'Italia, dans une version, j'allais dire, un peu exotique, comme un oasis d'italianité, et dans une version plus militaire, comme un fortin d'italianité. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Sachez quand même que s'il y a eu un âge d'or de cette Casa d'Italia, il a été relativement court. À partir de 1938, vous savez, les relations entre la France et l'Italie se dégradent. Parce que d'un seul coup, à Rome, ils se mettent à réclamer Nice, la Savoie, la Tunisie, Djibouti, la Corse. Alors que jusqu'alors, à part la gauche française, globalement, l'opinion publique française est plutôt bienveillante à l'égard du régime fasciste. Il faut savoir que tous les représentants officiels français sont présents aux manifestations, aux cérémonies qui se déroulent dans la Casa d'Italia. À partir de 1938, ce n'est pas la même chose. Et de fait, la Casa d'Italia est beaucoup plus surveillée par les autorités françaises. Il y a même des tas de fantasmes. On dit qu'il y aurait une armée secrète qui serait en train d'être formée au sein de la Casa d'Italia. On dit qu'il y a des armes qui seraient stockées dans les sous-sols. Il n'en est rien. Le temps passe. Les antifascistes, pas très nombreux, mais extrêmement actifs. Ils sont divers et variés. Évidemment, ceux qui se font le plus entendre, ce sont les plus radicaux. Les plus radicaux, les anarchistes, les communistes, qui n'hésitent pas à faire le coup de poing contre les fascistes, qui n'hésitent pas, vous le voyez sur ce document, je passe assez vite, à plastiquer 2 fois la Casa d'Italia pendant sa période de construction, sans grand dégâts, et ça ne retarde en rien les travaux, des antifascistes qui sont très liés à la gauche française. Et d'ailleurs, ces antifascistes vont suivre le modèle du Front populaire pour créer l'UPI, l'Unione Popolare Italiane. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se rassembler. Ça va être un peu compliqué. Rapidement, les communistes vont faire cavalier seul. Et ce qui se joue en fait en France, c'est l'histoire de l'Italie. Ce qui se joue à Marseille, c'est l'histoire de l'Italie, du fascisme et de l'antifascisme, pour le dire rapidement. Eux, ils ont très mauvaise presse, parce que là aussi, l'intelligence des fascistes, c'est qu'avec la Casa d'Italia, tout se fait à l'intérieur de la maison. On reste à la maison. La chemise noire, on ne la porte jamais à l'extérieur. Toutes les cérémonies. Et on laisse, en fait, et c'est une stratégie qui est voulue par Mussolini, et on laisse le désordre aux antifascistes. Et de fait, jusqu'en 1938, quand vous prenez les rapports de police, les rapports de la préfecture, le problème, ce ne sont pas les fascistes, ce sont les antifascistes. Alors vous les voyez ici, eux aussi, ils ne font pas que de la politique, il y a des espaces de sociabilité liés à l'antifascisme, je passe assez vite, des antifascistes qu'on va retrouver effectivement pendant la guerre. Là aussi, je n'ai pas beaucoup de temps, vous savez que évidemment, lorsque l'Italie déclare la guerre à la France, c'est considéré comme un coup de poignard dans le dos. Évidemment, les Italiens sont extrêmement mal à l'aise, d'ailleurs on leur demande non seulement de venir se faire recenser à la caserne du Muy notamment, mais aussi de prêter, de faire un serment de loyauté à la France. Et puis, tous ceux qui ne sont pas partis, là, parce que les fascistes, à la Casa d'Italia, ils ont déguerpi, assez rapidement, quoi. Mais il y en a quand même un certain nombre qui se font attraper. On les déporte dans des camps, dans le sud-ouest de la France. Et puis, il y a ceux qui s'engagent dans la résistance. Vous voyez ici
les FTP-MOI, le groupe Marat, donc le groupe de résistants communistes. Hein, les MOI, vous savez, c'est le groupe Manoukian. Hein, ce sont ces étrangers qui ont combattu dans les rangs de la résistance communiste. Et peut-être avez-vous déjà remarqué Place Caffo, à la Belle de Mai, hein, dans ce quartier très italianisé, non loin justement des archives municipales. C'est l'un des rares lieux de mémoire, d'ailleurs, à Marseille, de cette immigration italienne, cette stèle qui rend hommage aux Italiens qui ont contribué à la résistance et à la libération. Ah oui, je savais que je serais trop bavard. En quelques mots, bien que le sujet, mais on y reviendra pendant la discussion. Vous me permettez, comme il ne reste plus beaucoup de temps, je vais faire comme on dit à Marseille, je vais aller droit au but, sans fioriture. Ils n'ont pas été bien accueillis. Hein, tout à l'heure, j'évoquais les bons immigrés. Non, ils n'ont pas été des bons immigrés. Les stéréotypes, les sobriquets, les mangeurs de macaroni, ils sont, on le retrouve dans ce roman fameux hein, de Valère Bernard, ils sont des babis. Babi, ça vient, je vous l'ai mis ici, selon Mistral, ça vient du provençal qui signifie crapaud. Ça en dit long sur l'estime qu'on leur porte. La criminalisation. Là aussi, puisque je suis un peu pressé par le temps, soyons clairs, en fait, ces Italiens, ils ont été les premiers à faire l'expérience de ce qu'on appelle un système xénophobe qui est aujourd'hui encore à l'œuvre. C'est les mêmes ressorts qui fonctionnent. Étranger égale criminel. Le nervi. Le nervi, c'est la racaille aujourd'hui. À Paris, on les appelait des apaches. Et vous voyez ce que dit le préfet ici. Le nervi, c'est un Italien. L'image la plus répandue des Italiens, c'est celle du manieur de couteau. D'ailleurs, lorsqu'ils sont, ils sont plus souvent arrêtés, passés devant les tribunaux et plus lourdement condamnés que les Français, comme l'a montré Céline Régnard dans son travail, que vous verrez donc la prochaine fois sur la conférence sur la mauvaise réputation. Marseille est un haut lieu hein, de la xénophobie, haut lieu au sens où cet épisode dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, les vêpres marseillaises en juin 1881, les troupes françaises reviennent de Tunisie, où la France vient d'établir son protectorat, c'est la liesse. On accueille ces soldats sur le Vieux-Port avec une grande ferveur patriotique et on entend des sifflets. Et immédiatement, la foule se tourne vers le bas du boulevard de la République où se trouve le siège, vous vous souvenez, le Club national italien. C'est une assoce. Hein. Les Italiens viennent lire la presse, jouer aux cartes, rien de politique. Hein. Sauf qu'ils ont laissé le drapeau italien, le mauvais drapeau tricolore. Et le symbole est. Donc ils sont accusés de déloyauté. S'ensuit une chasse aux Italiens de plusieurs jours, 3 morts, 21 blessés. C'est un événement considérable, hein, y compris sur le plan international. Il y a des députés au Parlement à Rome qui demandent au gouvernement italien de déclarer la guerre à la France à la suite de cet incident. Et en France, c'est la première fois dans la presse, dans le discours public, que le terme immigration est employé au sens où on le, quand j'allais dire on, la société française lui donne encore aujourd'hui, c'est-à-dire immigration égale problème. Égale problème national, c'est le symbole du drapeau des vêpres marseillaises. Vous voyez, le grand remplacement, c'est pas nouveau, hein. On ne vient pas de l'inventer. Hein. Le problème, c'est que la population française décroît. Le risque, c'est qu'ils nous remplacent. L'invasion, ils nous volent notre travail. En période de crise, à la fin des années 1890, vous voyez ici cette pétition d'ouvriers marseillais qui menace, en faisant référence à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est le seul pogrom qui est connu, qu'on a connu dans l'histoire de la France contemporaine. Donc on est sur les salins d'Aigues-Mortes, on est en 1893. Et là aussi, c'est une chasse aux Italiens hein, qui est organisée par les ouvriers français contre les ouvriers italiens. Alors dans le même temps, il faut dire aussi qu'il y a une solidarité ouvrière. Il y a une xénophobie, une italophobie ouvrière, mais au nom justement de l'internationalisme ouvrier, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, il y a des grèves communes qui sont aussi menées. Hein, donc il faut nuancer le propos, même si je vais assez vite. L'invasion. Ils nous envahissent, hein, c'est le leitmotiv, y compris, vous voyez là, on est sur un candidat de gauche. Hein. L'envahissement. Protester contre l'envahissement des Italiens qui ont fait de notre première circonscription un faubourg de Naples. On retrouve le mythe de Naples. Alors là, on n'est pas très étonné. Ça, ce que je vous ai mis là, c'est l'extrait d'un tract d'une ligue d'extrême droite. Bon,
Ça, c'est plutôt cohérent. L'invasion. Louis Bertrand. Énorme succès. Hein. C'est un livre, c'est un roman. Vous voyez ici, je vous ai mis un extrait, je vous laisse le lire. Hein. Un extrait de sa préface. Donc, il met en scène une famille italienne à Marseille. Donc, on retrouve ce mythe vivace, hein, on pourra en rediscuter, de l'envahissement, de l'invasion. Ils sont trop nombreux. Nous sommes dans les années 70. Vous voyez, la thématique est restée, la cible a changé. C'est une photo du grand photographe Jacques Wiedenberger qui a été prise à Marseille. Alors justement, et je terminerai par cela, après la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non, ce n'est pas la fin de l'histoire, même si nombreux sont ceux qui sont en voie d'intégration, d'assimilation, et par le biais de la naturalisation. Je vous ai mis ici un document. Vous le reconnaissez? Ça me change de mes cours à la fac parce que généralement, les étudiants, ça ne leur dit rien. La famille Livy, hein, la famille d'Yves Montand. Hein, d'ailleurs, il est là, c'est le dernier là. Ivo, que vous retrouvez ici. Hein, donc, qui est effectivement naturalisé en 1927. Vous voyez, l'histoire ne se termine pas, ce n'est pas la fin de l'histoire, ils sont toujours en bleu. Alors effectivement, oui, d'autres arrivent, on les a vus. Et d'ailleurs, on ne voit plus qu'eux, si vous me permettez l'expression. Les Italiens, pour reprendre la formule de l'un de mes collègues et amis qui a travaillé justement sur l'opinion publique et l'immigration en France sous la Ve République, les Italiens sont devenus invisibles. Ils sont pourtant, vous le voyez ici, toujours la nationalité étrangère la plus représentée en France. Mais le problème, c'est plus eux. Ce sont d'autres dont on considère qu'ils sont plus différents qu'eux, et pourtant ils sont toujours là. Ils sont toujours là, vous voyez, ils arrivent à Marseille dans les années 1950, et cette fois, pour la plupart, vous vous souvenez de la carte tout à l'heure, hein, cette fois ils viennent du Sud. Hein, ce sont les méridionaux. Hein. On aurait aimé que ce soit les gens du Nord, mais à cette époque-là, en fait, l'Italie connaît son miracle économique. Et donc les Italiens du Nord ne partent plus ou moins, et lorsqu'ils partent, ils ne viennent pas en France, ils vont dans des pays qui offrent des conditions salariales meilleures que chez nous. Ils vont en Allemagne, en Suisse, en Angleterre aussi. Ils sont là, on ne les voit plus, mais pourtant ils se manifestent de temps en temps, hein, notamment en réactivant un certain nombre de traditions. Vous voyez, nous sommes en 1961, hein, toujours cette tradition autour de l'église Saint-Laurent, les Italiens de Sperlonga, ces fameux napolitains, entre guillemets, qui se manifestent. Ils sont là aussi par leur culture, hein, et on retrouve, hein, et encore une fois, hein, ce n'est pas du tout anecdotique, la gastronomie, y compris la gastronomie populaire, est un marqueur identitaire extrêmement fort, et pas seulement chez les Italiens. Ils sont là, ils s'intègrent, ils participent à la vie locale. Henri Tasso, maire de Marseille, hein, vous voyez ici la une du Petit Provençal lors de son élection, symbole quelque part de cette intégration, de cette assimilation. Et puis je vous ai mis en regard justement Benoît Payan, le maire actuel de Marseille, lorsqu'il était venu inaugurer l'exposition dont j'étais le co-commissaire aux archives municipales intitulée « Marseille, l'italienne ». Et pourquoi je vous ai mis ça? Parce qu'en fait, Benoît Payan n'a de cesse de rappeler justement ses origines italiennes. Pourtant, ce sont ses arrières, ou arrière même grands-parents, qui sont venus. Hein, et il manifeste, il avait manifesté ce jour-là, et il l'a fait à plusieurs reprises publiquement, son attachement à ses origines italiennes. Le patrimoine marseillais. Scotto. César. Jean-Claude Izzo. Hein, je vous ai mis quelques extraits ici, hein, qui dans sa trilogie n'a de cesse justement de rendre hommage à ses origines. Donc vous voyez, une italianité qui continue de marquer de son empreinte la culture marseillaise. Philippe Carrez, je vous donne quelques exemples ici très rapidement, dans cette saga familiale, hein, la famille Bellonor, hein, et c'est d'ailleurs, nous avions emprunté le titre de l'exposition à ce documentaire que vous avez peut-être vu diffusé sur France Télévisions, Marseille, l'italienne. Donc il y a un retour de mémoire, et même chez les plus jeunes.
hein. On aurait pu vous faire écouter. Hein, à l'heure où, justement, chacun revendique ses origines. Chacun porte, justement, on porte des maillots du pays de ses parents, de ses grands-parents. Hein. Eh bien, Akhenaton, Philippe Fragione, hein, l'un des membres fondateurs du groupe IAM. Alors, c'est un album solo, comme on dit. Hein. Il écrit un morceau qui s'appelle Paese. Beaucoup de gens nous détestent, ils voudraient être comme nous, reconnaissons que dans le monde, il y en a peu classe comme nous, l'hérital, je viens de là, où parler avec les mains, c'est vital, etc., etc. Et il n'a de cesse, et d'ailleurs c'est intéressant, Fragione nous dit beaucoup de choses finalement de ce qu'est Marseille aujourd'hui. Il n'a de cesse de revendiquer, vous voyez ici, il porte le maillot de l'Italie, d'ailleurs, il y a d'autres images où il porte le maillot de Naples, hein, parce que sa famille est napolitaine, hein, donc très fier de ses origines, converti à l'islam. Hein, Marseillais, finalement, à l'image de ce qu'est aujourd'hui. Et puis, la boucle est bouclée. On avait commencé avec le maire de Marseille. On finit avec le maire de Marseille. Vous l'avez peut-être vu, entendu. Le président de la République italienne est venu à Marseille, il y a peu, parce qu'en fait, il a été distingué par mon université, Aix-Marseille Université, qui lui a remis donc, le titre de docteur honoris causa. Et il s'est rendu à la mairie de Marseille. Vous voyez, sur ces réseaux sociaux que je ne nommerai pas. Bienvenue à Marseille, président Sergio Mattarella Quirinale. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir vous accueillir dans la plus italienne des villes françaises, afin de sceller encore davantage la longue amitié qui lie notre ville à votre pays. Un lien unique que nous perpétuons aujourd'hui. Et vous voyez, ici, c'est la municipalité de Marseille qui saisit l'occasion pour rappeler et revendiquer même, hein, comme une fierté, depuis le XVIIIe siècle, Marseille est une terre d'accueil pour les immigrés, etc., etc. Je vous remercie de votre attention.